Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une autrice que j'aime tout particulièrement. Il s'agit de Colette, vous l'avez vu au titre évidemment. Colette, c'est une autrice que j'ai découvert il y a quelques années et j'ai notamment fait un de mes deux mémoires de master sur l'une de ses œuvres. Donc j'avais envie un petit peu de vous parler de cette autrice, peut-être de vous aider à la découvrir si vous ne la connaissez pas déjà, de vous donner des recommandations d'œuvres, mais aussi d'essayer d'explorer un petit peu les thématiques littéraires qu'elle aborde dans ses textes. J'ai décidé d'intituler cette vidéo Colette et la liberté parce que pour moi Colette est une autrice qui représente la liberté dans différentes définitions et acceptations. C'est une femme qui a vécu une vie hors des conventions sociales. C'est une femme qui, dans ses textes, fait aussi une ode à la liberté, au choix personnel. C'est une autrice qui s'est aussi libérée de différentes manières, puisque c'est une femme qui a été mise dans des carcans, dans des cases sociales, qui a dû remplir certains rôles sociaux avant de s'en détacher, de s'en libérer. Voilà, donc c'est aussi une femme qui va à contre-courant de son époque. Colette, c'était aussi une femme scandaleuse, une femme qui osait, voilà, donc et toutes ces thématiques se retrouvent dans ses œuvres. Donc pour moi, Colette représente la liberté sous différentes formes. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de réfléchir sur les différentes manières dont Colette aborde la liberté dans ses œuvres. Colette convoque d'abord dans ses œuvres ce qu'on pourrait appeler une liberté de l'enfance qui est très liée à la nature, puisque Colette a grandi en Bourgogne, loin des villes, dans un paysage très naturel dans lequel elle a passé son enfance et son adolescence avant de monter à Paris lors de sa vie adulte. Il y a beaucoup de ses œuvres qui sont imprégnées de cette enfance et de cette joie de l'enfance. Il y a vraiment une jouissance de l'enfance qui est un petit peu un moment idyllique, paradisiaque, utopique pour Colette, qui se retrouve dans beaucoup de ses œuvres et dont on sent toujours une certaine nostalgie, comme si elle voulait revenir à cet état un petit peu primaire de l'enfance. Et à travers ses œuvres, justement, elle va revenir dans cet univers de l'enfance. L'enfance pour Colette, c'est évidemment associé à la famille et notamment à sa mère qui s'appelle Sido. La mère de Colette est un personnage en fait qui va revenir dans certaines de ses œuvres et surtout dans l'œuvre intitulée Sido, une œuvre qui est consacrée à l'éloge de sa mère. Dans cette œuvre, Sido est associé à une figure presque mythique, presque idyllique, associée à un passé doré, à une forte nostalgie. Et c'est notamment dans cette œuvre que Colette va décrire la Bourgogne, va décrire ces paysages ruraux qui sont un petit peu comparés à un paradis, à un lieu idyllique, dans lequel tout est un petit peu permis, sous l'houlette de cette femme, de cette mère qui va aider Colette, qui va l'élever. Et grâce à laquelle Colette va jouir des premières libertés de l'enfance, dans une sorte d'harmonie avec la nature, de paix heureuse qui va l'entourer avec sa mère. Donc Sido est finalement la première image de liberté que Colette va connaître dans sa vie. Surtout, elle nous rapportait son regard gris voltigeant, son teint vermeil que la factille rougissait. Elle revenait aile battante, inquiète de tout ce qui, privé d'elle, perdait la chaleur et le goût de vivre. Elle n'a jamais su qu'à chaque retour, l'odeur de sa pelisse en ventre de gris, précédée d'un parfum châtain clair, féminin, chaste, éloigné des basses séductions auxiliaires, m'ôtait la parole et jusqu'à l'effusion. D'un geste, d'un regard, elle reprenait tout. Quelle promptitude de main! Elle coupait des bolducs roses, déchaînait des comestibles coloniaux, repliait avec soin les papiers noirs goudronnés qui sentaient le calfatage. Elle parlait, appelait la chatte, observait à dérober mon père amaigri, touchait et flairait mes longues tresses pour s'assurer que j'avais brossé mes cheveux. Colette va également évoquer son père dans une autre de ses œuvres, Claudine à l'école, qui est le premier tome de la série des Claudines, qui sont des textes d'autofiction dans lesquels Colette va revenir grâce au personnage de Claudine sur son enfance, son adolescence et puis son mariage et son âge adulte. Je reviendrai évidemment plus tard dans la vidéo sur ces différentes thématiques. Le père dans Claudine à l'école est un père plutôt absent. Qui s'occupe beaucoup de son potager, qui est très peu présent pour sa fille, mais ce qui du coup va laisser à Colette, qui ici est représentée sous le personnage de Claudine, une grande liberté.
Et c'est cette grande liberté, justement par l'absence du père, qui va conduire la jeune femme à développer un caractère assez autonome, assez également masculin, très indépendant. Colette a un petit peu décrit, enfin elle décrit Claudine comme un garçon manqué, enfin ce qu'on pourrait appeler un garçon manqué. Une femme qui finalement ne se réduit pas à des cases proprement féminines qu'on voudrait lui associer par la société. C'est vraiment une jeune fille qui va découvrir toute seule un petit peu la vie, qui va se construire toute seule. Et ça va fortement influencer son caractère de femme indépendante et libre. Toujours dans Claudine à l'école, on va avoir une description de l'adolescence de Colette à la campagne. Une adolescence qui va être marquée par la découverte du plaisir et la découverte de la sensualité à travers une éducation qui va se faire donc sans ses parents, puisque la jeune Claudine va être envoyée à un pensionnat dans lequel elle va passer une grande partie de son adolescence. Dans ce pensionnat est décrit toute une sorte d'assemblée de jeunes femmes qui vont vivre certes sous la houlette d'enseignantes, mais qui vont également franchir ces barrières pour vivre un petit peu une vie d'adolescente, de désobéissance, de découverte et d'éducation par elles-mêmes. C'est là que Claudine va faire également la première expérience de la bisexualité. J'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo de manière plus détaillée, mais c'est là que Colette va découvrir la sexualité féminine, notamment parce qu'il y a deux personnages d'enseignantes qui entretiennent une relation lesbienne entre elles, et elles vont servir un petit peu presque de modèle pour la jeune Claudine, qui elle aussi va finalement entretenir avec Luce, une de ses camarades de classe, une relation qu'on pourrait qualifier une relation amoureuse homosexuelle. Donc dans Claudine à l'école est décrit un petit peu ce lieu très féminin de l'internat, avec des professeurs et des élèves qui vivent un petit peu en marge de la société, dans un sorte d'ordre assez fragile, puisque les enseignantes, certes, exercent une certaine autorité, mais d'un autre côté, sont elles-mêmes en marge d'une certaine société et ferment aussi beaucoup les yeux sur les agissements des différentes adolescentes. Donc Claudine va grandir un petit peu dans cet univers où les barrières sociales, les conventions sociales sont complètement effacées, et au contraire où va s'exalter un petit peu la liberté personnelle, la liberté de choisir sans être contraint socialement, et notamment de choisir sa sexualité. Donc ça, c'est évidemment très bien expliqué dans Claudine à l'école. C'est que Luce me plaît, au fond, plus que je ne veux me l'avouer. J'ai beau me répéter son peu de beauté vraie, sa câlinerie animale et traîtresse, la fourberie de ses yeux, n'empêche qu'elle possède un charme à elle, d'étrangeté, de faiblesse, de perversité encore naïve. Et la peau blanche et les mains fines au bout des bras ronds et les pieds mignons, mais jamais elle n'en saura rien. Dimanche soir, je suis allée reporter des cahiers de musique. Ces demoiselles étaient dans la classe, ici sans lumière. J'entre, n'est-ce pas, c'est un endroit public cette classe. Et dans le crépuscule, j'entrevois mademoiselle Sergent avec mademoiselle Aimée, l'une près de l'autre, s'embrassant comme du pain. Vous croyez qu'elles se sont dérangées, peut-être ? L'enfance, la campagne, puisque l'enfance de Claudine est associée à la campagne, est également, comme je vous l'ai dit au début, un lieu nostalgique de liberté. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans un de ces textes les plus originaux, Les Vrilles de la Vigne, qui constituent différents petits textes qu'on pourrait qualifier de textes poétiques, et dans lesquels Colette va faire l'éloge de cette nature qui est pour elle, par définition, synonyme de liberté, synonyme de libération, d'indépendance, loin des conventions très marquées de la vie urbaine qu'elle va évidemment découvrir par la suite. Donc Les Vrilles de la Vigne, c'est vraiment une ode à cette nature, à cette vie rurale que Colette a eu la chance de connaître quand elle était jeune. Et c'est vraiment un texte, pour moi, qui crie vraiment l'amour de Colette pour la liberté. C'est pour ça que je vais vous en lire quelques extraits juste après. Et si tu arrivais, un jour d'été, dans mon pays, au fond d'un jardin que je connais, un jardin noir de verdure et sans fleurs, si tu regardais bleuir au lointain, une montagne ronde où les cailloux, les papillons et les chardons se teignent du même azur mauve et poussiéreux, tu m'oublierais et tu t'assirais là, pour n'en plus bouger jusqu'au terme de ta vie. Il y a encore dans mon pays une vallée étroite, comme un berceau où le soir s'étire et flotte un fil de brouillard, un brouillard ténu, blanc, vivant, un gracieux spectre de brume couché sur l'air humide. Animé d'un lent mouvement d'ondes,
Il se fond dans lui-même et se fait tour à tour nuage, femme endormie, serpent langoureux, cheval à cou de chimère. Si tu restes trop tard penché sur lui, sur l'étroite vallée, à boire l'air glacé qui porte ce brouillard vivant comme une âme, un frisson te saisira, et toute la nuit tes songes seront fous. Écoute encore, donne tes mains dans les miennes. Si tu suivais dans mon pays un petit chemin que je connais, jaune et bordé de digital d'un rose brûlant, tu croirais gravir le sentier enchanté qui mène hors de la vie. Le chant bondissant des frelons fourrés de velours t'y entraîne et bat à tes oreilles comme le sang même de ton cœur, jusqu'à la forêt, là-haut où finit le monde. C'est une forêt ancienne, oubliée des hommes, et toute pareille au paradis. Colette, ce n'est pas uniquement donc la liberté par l'enfance, par la nature, c'est également la liberté sexuelle, la liberté sensuelle, qui est décrite de manière extrêmement libre dans ses œuvres. Pour moi, il y a vraiment deux Colettes, on pourrait vraiment départager, on pourrait vraiment classer son œuvre en deux parties. D'un côté, la Colette un petit peu champêtre, un petit peu rurale, entre guillemets, qui est notamment présente dans des œuvres qui évoquent, comme je l'ai dit, l'enfance et l'adolescence. Et d'un autre côté, la Colette libertine, la Colette scandaleuse, qui elle est plutôt associée au moment où Colette est montée à Paris et s'est mariée et ensuite a divorcé et a commencé à fréquenter les lieux intellectuels parisiens. Le monde du music-hall notamment, ce qu'on retrouve par exemple dans La Vagabonde. C'est cette Colette sensuelle, sexuelle, qui va aborder le thème évidemment de la liberté sexuelle. La sexualité dans l'œuvre de Colette prend différentes formes. C'est évidemment la sexualité hétérosexuelle, mais Colette était bisexuelle et on retrouve évidemment de nombreuses évocations de la bisexualité dans ses œuvres. Notamment dans le 3e tome des Claudine, avec Claudine en ménage, qui évoque la relation adultérine entre Claudine et Rési, qui est une femme, mais qui, Claudine, va entretenir une relation sexuelle et amoureuse en parallèle de son mariage avec Renaud, qui est le double de Willy. Rési est également le double d'une marquise dont le nom m'échappe, mais je le retrouverai, avec laquelle Colette a entretenu une relation adultérine. C'est un roman évidemment autobiographique inspiré de la vie de l'autrice. Dans ce livre, on va trouver des différentes descriptions de l'amour entre Colette et Rési, d'un amour sensuel, sexuel, un amour qui est décrit comme extrêmement différent de l'amour entre Colette et son mari, puisque dans la relation qu'elle entretient avec Renaud, il y a une très grande différence d'âge et Claudine est sans cesse présentée comme la personne dominée dans son couple avec Renaud, tandis que les rôles vont s'inverser dans sa relation avec Rési, c'est elle qui va plutôt dominer la jeune femme. Donc ces deux relations parallèles permettent de montrer un personnage sous deux facettes différentes qui, dans ces deux relations amoureuses, ne se comportera pas de la même manière. Des relations bisexuelles, on les trouve également dans cet ovni littéraire, Le pur et l'impur, qui est un livre qui regroupe différents textes de Colette dans lesquels elle va justement parler de ces milieux parisiens un petit peu intellectuels et un petit peu libertins qu'elle a pas mal fréquentés. On trouve dans ce texte des questions d'amour, de drogue également, de sexualité. C'est vraiment un texte assez particulier avec des essais, témoignages, c'est un genre assez inclassable dans lequel Colette va évoquer notamment des personnages qu'elle a fréquentés dans les milieux parisiens et qui étaient bisexuelles ou lesbiennes. On trouve notamment la poétesse Renée Vivien, qui était une grande amie de Colette et qui était lesbienne. Donc Colette va parler dans ce livre, mais également d'autres personnages bisexuels et homosexuels. Ce livre est une véritable ode aux différentes sexualités et dans ce texte on trouve des descriptions assez explicites de cette bisexualité, de cette sexualité, de ce lesbianisme. Pareil dans Claudine en ménage, c'est un livre assez explicite sur la sexualité. On sent qu'il y a une volonté de Colette d'être assez libre dans la manière dont elle va écrire ces thématiques. Elle s'assied à mes pieds, couche sa tête avec un soupir et joint ses mains derrière ma taille. De mes doigts, que je ne puis empêcher de trembler, je peigne ses beaux cheveux en anneaux qui demeurent seuls à briller dans la chambre sombre. Elle ne remue pas, mais sa nuque m'envoie son parfum, ses joues enfiévrées me chauffent et contre mes genoux, je sens la forme de ses seins. Oh, qu'elle ne remue pas,
si elle voyait mon visage et le trouble où je suis. Il n'y aura jamais assez de blâme sur les sapphos de rencontre, celles du restaurant, du dancing, du train bleu et du trottoir, celles qui provoquent, qui rient au lieu de soupirer. Il n'y aura jamais trop de crépuscules ménagers, de silence et de gravité sur une étreinte de femme. De femmes bien éprises n'évitent pas la volupté, ni une sensualité plus éparse que le spasme. C'est cette sensualité sans résolution et sans exigence, heureuse du regard échangé, du bras sur l'épaule, émue de l'odeur de blé tiède et réfugiée dans une chevelure. Ce sont ces délices de la présence constante et de l'habitude qui engendrent et excusent la fidélité. Brièveté merveilleuse, des jours pareils à la lampe répercutés dans une perspective de miroir. Peut-être cet amour, qu'on dit outrageant pour l'amour, échappe-t-il aux saisons, au déclin de l'amour. Dans l'œuvre de Colette, il n'y a pas uniquement une description assez variée de la sexualité, il y a aussi une description assez variée des codes genrés, et on retrouve dans l'œuvre de Colette beaucoup de personnages qu'on pourrait qualifier d'androgynes. C'est le cas par exemple de Claudine dans Claudine en ménage, qui est décrite comme ayant un look à la garçonne, qui est décrite de manière assez androgyne, comme si elle hésitait un petit peu entre la masculinité et la féminité, et comme j'ai déjà évoqué, elle joue un rôle assez différent entre les deux couples, quand elle est avec Renaud ou quand elle est avec Rézy. Il y a vraiment une sorte de flou un petit peu de genre dans la description de Claudine, et donc il y a une certaine liberté de Colette avec les codes du genre. Elle ne s'embarrasse pas de descriptions stéréotypées, mais au contraire elle présente des personnages qui rompent un petit peu ces barrières de stéréotypes de genre. On trouve ça également dans un de ses chefs-d'œuvre, dans une de ses œuvres les plus appréciées, qui s'appelle Chérie, qui met en scène la relation entre Chérie et Léa, une femme qui a à peu près le double de son âge. Et c'est pareil, Chérie va être décrit comme un homme féminin, contrairement à Léa, qui va vraiment dominer le couple. On trouve donc une sorte de jeu dans la manière dont les rôles genrés étaient répartis dans les couples à l'époque, puisque c'est quand même assez rare en littérature de trouver un couple où la femme est plus âgée que l'homme. Alors je dis ça, je nuance, c'est vrai que on trouve ça pas mal dans la littérature du 19e, je pense là à l'éducation sentimentale ou à la Chartreuse de Parme, mais c'est vrai que dans nos sociétés actuelles, c'est assez rare quand même d'avoir des couples où c'est la femme qui est la plus âgée. Généralement, c'est l'inverse, voire parfois ça prend des proportions un petit peu discutables. En tout cas, Claudine écrit ce livre où elle présente vraiment Chérie comme un être androgyne, ce qui du coup évidemment remet en question le caractère hétérosexuel de la relation entre Chérie et Léa, et remet aussi en question la hiérarchie d'un couple à l'autre. Donc il y a vraiment une liberté dans l'écriture de Colette, une grande richesse de sexualité qui remet complètement en question tous les stéréotypes de l'époque, et qui permet un éventail assez large, voire presque scandaleux, de ces pratiques sexuelles et amoureuses. Sans se lever, elle cueillit délicatement entre les doigts de Chérie une cigarette fumante et la jeta au cendrier. La main du dormeur se détendit et laissa tomber comme des fleurs lasses ses doigts fuselés, armés d'ongles cruels, mains non point féminines, mais un peu plus belles qu'on ne l'eût voulu, mains que Léa avait 100 fois baisées sans servilité, baisées pour le plaisir, pour le parfum. Mais la Colette libre, entre guillemets, n'a pas toujours été libre, puisque, vous le savez peut-être, les premiers livres de Colette ont été écrits sous la direction de son mari Willy, qui était un intellectuel, écrivain assez connu à l'époque, et qui dirigeait notamment une maison d'édition dans laquelle il éditait en fait ses livres à son nom, mais ses livres n'étaient jamais totalement écrits par lui, il les supervisait, mais c'était d'autres personnes qui écrivaient ses livres. Évidemment, quand Willy va épouser Colette, il se rend tout de suite compte du talent de sa femme pour l'écriture, et il va un petit peu, entre guillemets, l'exploiter. C'est pas tout à fait ça, je nuance un petit peu quand même, mais en tout cas, il va utiliser la plume de sa femme pour lui faire écrire des livres qu'il va ensuite éditer sous son nom. Quand Colette va divorcer, elle va récupérer les droits de ses livres,
et les livres vont être à nouveau édités à son nom. Et les premiers livres de Colette sont quand même marqués par l'influence de Willy. Et il serait quand même un peu incorrect de dire que c'est uniquement Colette qui les a écrits, parce que même si elle a fait le principal travail dans l'œuvre, Willy avait quand même un ascendant assez fort sur sa femme, et notamment il corrigeait et influençait et avait finalement le dernier mot sur les œuvres. Donc il faut quand même nuancer un petit peu cette idée que Colette aurait écrit seule ses livres. Voilà. Parenthèse fermée. Le personnage de Willy, vous l'avez compris dans les Claudine, apparaît sous le nom de Renaud, mais c'est un double. Et on sent que dans les premiers livres de Colette, cette influence de Willy est assez forte, puisque Claudine Emménage et aussi dans L'Ingénue libertine, on va retrouver une fin assez similaire dans les deux textes, puisque dans les deux textes, le personnage féminin principal, donc Claudine dans Claudine Emménage et Mine dans L'Ingénue libertine, vont entretenir une relation adultérine hors de leur mariage. Pour Claudine, il s'agit d'une relation homosexuelle, pour Mine, c'est une relation hétérosexuelle. Il y a une véritable découverte du plaisir, du désir, de la sensualité des deux femmes dans ces deux livres, puisque Claudine va découvrir la bisexualité avec Rézy, et Mine va découvrir un petit peu le libertinage dans toutes ses définitions, avec un amant dans le dos de son mari Antoine. Si Renaud est au courant de la relation entre Claudine et Rézy et l'approuve, ce n'est pas le cas du mari de Mine. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que je spoil allègrement et sans aucun scrupule la fin de Claudine Emménage et de L'Ingénue libertine. Voilà, donc j'ai mis un timecode pour vous indiquer que les minutes qui suivent sont remplies de spoilers. Voilà, alors après, en soi, c'est pas très grave, enfin, c'est pas comme si c'était des livres à suspense, mais voilà, au cas où vous ne les avez pas lus, vous n'avez pas envie d'être spoilé, vous pouvez juste passer. Voilà, désolée de l'interruption. Cependant, la fin des deux livres va se rejoindre complètement, puisqu'à la fin, la relation adultérine va prendre fin, et Claudine dans Claudine Emménage et Mine dans L'Ingénue libertine vont revenir respectivement vers Renaud et Antoine, désintégrant un petit peu entre guillemets cette idée de relation libertine, adultérine, cette quête de liberté sexuelle pour revenir finalement dans le carcan du mariage. C'est assez intéressant de noter, notamment dans Claudine Emménage, que la relation homosexuelle entre Rézy et Claudine n'est jamais considérée comme sérieuse. Pour Renaud, c'est un jeu. Il encourage vivement les deux femmes à avoir des relations, mais ce n'est jamais présenté comme une relation viable sur le long terme. C'est un simple amusement, c'est une parenthèse, et les deux livres finalement convergent vers le mariage et la situation sociale bien carrée, bien présente, bien établie, bien propre sur elle, voilà. Et finalement, cette liberté n'est que passagère, elle n'a pas vocation à durer. Évidemment, Willy a encouragé, évidemment on sent l'influence de Willy dans l'écriture de ces deux fins. Notamment dans Claudine Emménage, où évidemment Willy ne faisait absolument pas l'éloge de la bisexualité, de l'homosexualité. Pour lui, ça pouvait rester un sorte de fantasme pour lui, une sorte de passage, etc. Mais on sent quand même dans ces deux textes le male gaze assez fort de Willy qui se cache derrière la plume de Claudine, de Colette. On sent sa censure, entre guillemets. On sent que ce sont des œuvres qui finalement, sous couvert de liberté, rétablissent quand même un certain ordre social. Il s'agit d'une liberté alors qui est assez factice, qui est assez passagère et assez éphémère. Évidemment, après le divorce d'avec Willy, Colette va écrire des œuvres qui vont se détacher un petit peu de ce carcan du mariage. Mine, assise au milieu de son lit foulé, écoute au fond d'elle-même le tumulte d'un sang joyeux. Elle n'en vit plus rien, ne regrette plus rien. La vie vient au-devant d'elle, facile, sensuelle, bancale, comme une jeune fille. Antoine a fait ce miracle. Mine guette le pas de son mari et s'étire. Elle sourit dans l'ombre, avec un peu de mépris pour la Mine d'hier, cette sèche enfant quêteuse d'impossible. Il n'y a plus d'impossible, il n'y a plus rien à quêter, il n'y a qu'à fleurir, arroser de volupté, qu'à devenir rose et heureuse et toute nourrie de la vanité d'être une femme comme les autres. Antoine va revenir.
Il faut se lever, courir vers le soleil qui perce les rideaux, demander le chocolat fumant et velouté. La journée passera, oisive, Mine ne pensera à rien, pendue au bras d'Antoine, à rien, car recommencer des nuits et des jours pareils. Antoine est grand, Antoine est admirable. Et qui ne vont plus présenter le mariage comme une évidence ou une conclusion nécessaire à la vie amoureuse. Et c'est le cas notamment dans La Vagabonde qui met en scène le personnage de René après son divorce. C'est un texte qui a été écrit après le divorce de Colette avec Willy. Et quand on lit La Vagabonde après L'Ingénue Libertine, ce qui a été par coïncidence mon cas, vous voyez vraiment la différence entre les deux œuvres, entre une œuvre qui fait un petit peu l'éloge de la liberté, mais cette liberté doit toujours être restreinte par le mariage et par l'ordre social, tandis que La Vagabonde, c'est vraiment l'explosion des normes sociales, c'est vraiment la découverte individuelle de la liberté et de la sexualité sans l'influence d'un mari. On voit vraiment donc que pour Colette, il y a eu un avant et un après Willy. Il y a eu une découverte un petit peu de liberté après Willy. Et pendant Willy, on sent une liberté, mais une fausse liberté finalement. C'est notamment Colette trouvait que L'Ingénue Libertine, par exemple, était un texte qu'elle n'aimait pas du tout. Au contraire du pur et l'impur, qui pour moi est vraiment le sommet un petit peu de cette liberté dont Colette fait l'éloge dans ses œuvres. Donc on sent un petit peu que l'autrice a aussi su trouver sa voie après son divorce et que cette liberté a été finalement acquise un petit peu sur le tard et qu'il a fallu du temps pour que celle-ci ne soit plus juste éphémère. Enfin, Colette, c'est la liberté de l'écriture. C'est une écriture qui est un petit peu inclassable, qui se range hors des normes. C'est une écriture expérimentale qui se passe un petit peu de tradition, ou du moins essaye de s'en passer. Quand vous lisez Colette, en fait, c'est une expérience un petit peu particulière parce que, en tout cas, moi, j'ai l'impression, quand je lis Colette, de n'avoir jamais lu ça ailleurs. C'est vraiment une autrice qui se trouve un petit peu dans un entre-deux, j'ai l'impression, qui se trouve en dehors des traditions littéraire, qui évolue un petit peu seule. Et c'est assez marquant dans les différents genres littéraires qu'elle a essayé d'écrire. On trouve évidemment plusieurs œuvres de Colette que je qualifierais d'inclassables en termes de genre littéraire. C'est le cas par exemple des Vrilles de la Vigne dont j'ai déjà parlé ou du Pur et l'Impur. Les Vrilles de la Vigne qui pourraient être associées à des petits poèmes, mais en même temps certains textes ne ressemblent pas à des poèmes, ce sont des textes en prose qui semblent être juste des petits bijoux d'expérimentation littéraire dans lesquels on sent que l'autrice s'est un petit peu laissée aller avec sa plume. Et le Pur et l'Impur qui s'apparenterait à un recueil d'essais, mais ces essais ne démontrent rien en soi, c'est plutôt des petits témoignages de moments de vie parisiens. C'est assez inclassable, enfin, quand vous lisez le Pur et l'Impur, vous avez vraiment l'impression de n'avoir jamais rien lu de tel. Et il y a évidemment chez Colette, dans le Pur et l'Impur, et dans toutes ses autres œuvres, une véritable liberté de l'explicite littéraire. Colette va parler de la sexualité de manière très explicite. Elle va parler du lesbianisme, de la bisexualité, de l'androgynie de manière très libre. On sent qu'il y a vraiment, pas forcément une volonté de choquer, mais il y a une sorte de plume scandaleuse sans forcément chercher à l'être, mais simplement une plume authentique, une plume qui se veut véritable et qui se veut décrire de manière la plus véritable possible les expériences de l'autrice, sans forcément tenir compte de ce que la bienséance et la bien-pensance pourraient avoir comme avis sur les œuvres en question. Colette, c'est aussi une écriture intime, ce qu'on retrouve dans le fait que beaucoup de ses œuvres intègrent des journaux intimes. C'est le cas notamment de deux œuvres des Claudine, donc Claudine en ménage et Claudine s'en va. Donc je vais plutôt me concentrer un petit peu sur celle-ci, puisque j'ai déjà pas mal parlé de Claudine en ménage. Cette œuvre s'inscrit un petit peu en marge des Claudine puisque le personnage principal n'est pas Claudine, c'est Annie. Annie, c'est une femme qui évolue dans les cercles de Claudine et Renaud et qui va raconter dans son journal son divorce. L'écriture du journal intime par Colette va lui permettre de créer une sorte d'écriture intimiste. Je dis pas que Colette a inventé le genre du journal, hein, évidemment, c'est un genre qui existe depuis la nuit des temps, mais chez Colette, ça va prendre vraiment... Le journal va vraiment être investi dans son sens le plus pur, c'est-à-dire celui de la confidence, celui du secret et celui du secret le plus explicite
et parfois le plus scandaleux. On sent que le genre du journal intime pour Colette est un genre de liberté, un genre dans lequel on peut vraiment écrire tout ce qu'on veut, sans forcément de limites particulières. Et ça se retrouve beaucoup dans Claudine s'en va, dans ce journal d'Annie qui va vraiment dans lequel va se succéder toutes ces confessions sur un sujet assez tabou encore à l'époque, le divorce. Ça va vraiment permettre à l'autrice d'explorer ces thématiques dans les profondeurs les plus totales, en harmonie avec un genre littéraire qui s'y prête très bien. Il est parti, il est parti. Je le répète, je l'écris pour savoir que cela est vrai, pour savoir si ça me fera mal. Tant qu'il était là, je ne sentais pas qu'il partirait. Il s'agitait avec précision, il donnait des ordres nets, il me disait « Annie, vous n'oublierez pas », puis s'interrompant. « Mon Dieu, quelle pauvre figure vous me faites. J'ai plus de chagrin, de votre chagrin, que de mon départ. » Est-ce que je lui faisais une si pauvre figure ? Je n'avais pas de peine, puisqu'il était encore là. À présent, c'est la vérité. Il est parti. Chez Colette, on trouve enfin une écriture que je dirais de l'instantané. On a toujours l'impression, quand on lit Colette, que l'autrice a écrit son texte d'un seul trait de plume, sans s'arrêter. Et cette sensation est assez intéressante parce qu'on a vraiment l'impression que le texte en fait n'a pas vraiment été corrigé et qu'on a jeté sur le papier ces fulgurances de style qui vont, qui partent un petit peu dans des envolées un peu sensuelles, lyriques, qui associent parfois des images assez étonnantes. C'est ce que j'ai notamment retrouvé dans La Vagabonde. La Vagabonde, c'est un texte qui parle de Renée, qui est une écrivaine en fait. Et elle va avoir notamment pas mal de réflexions sur son statut d'écrivaine, sur l'inspiration, sur ce que ça veut dire d'écrire. Et je trouve que c'est le texte de Colette que j'ai lu qui explore le plus cette thématique de la littérature et qui donne un petit peu une vision de la littérature de l'autrice. Voilà, et c'est pour ça que je vais vous laisser du coup avec quelques extraits de La Vagabonde pour que vous puissiez un petit peu plus comprendre ce que j'entends par là. Écrire, pouvoir écrire, cela signifie la longue rêverie devant la feuille blanche, le griffonnage inconscient, les jeux de la plume qui tournent en rond autour d'une tache d'encre, qui mordit le mou imparfait, le griffe, le hérisse de fléchettes, l'orne d'antennes, de pattes, jusqu'à ce qu'il perde sa figure lisible de mots, muet en insecte fantastique, envolé en papillon fée. Écrire, c'est le regard accroché, hypnotisé par le reflet de la fenêtre dans l'encrier d'argent. La fièvre divine qui monte aux joues, au front, tandis qu'une bienheureuse mort glane sur le papier la main qui écrit. Cela veut dire aussi l'oubli de l'heure, la paresse au creux du divan, la débauche d'invention, où l'on sort courbattu, abêti, mais déjà récompensé, et porteur de trésors qu'on décharge lentement sur la feuille vierge, dans le petit cirque de lumière qui s'abrite sous la lampe. J'écris avec une abondance, une liberté inexplicable. J'écris sur des guérillons boiteux, assise de biais sur des chaises trop hautes. J'écris, un pied chaussé et l'autre nu. Mon papier logé entre le plateau du petit déjeuner et mon sac à main ouvert, parmi les brosses, le flacon d'odeur et le tire-bouchon. J'écris devant la fenêtre qui encadre un fond de cour, ou les plus délicieux jardins, ou des montagnes vaporeuses. Je me sens chez moi parmi ce désordre de campements, ce n'importe où et ce n'importe comment, et plus légère qu'en mes meubles hantés. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir Colette. Alors vous l'avez compris, cette vidéo n'est pas exhaustive, loin de là, hein. D'ailleurs je n'ai absolument pas tout lu de l'autrice. Je vous ai présenté des œuvres que j'ai lues, que j'ai appréciées, il y en a que j'ai plus appréciées que d'autres. Si vous avez des recommandations d'autres œuvres de Colette, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que l'organisation de cette vidéo n'aura pas été trop confuse. J'ai essayé de traiter plus par thématique que par œuvre, voilà. Donc il y a des œuvres que j'ai pas forcément trop développées. En tout cas, je vous les mets toutes évidemment en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.